Ils l'ont menotté sur place, sans jamais se douter que la femme noire qu'il tentait de piéger était une agente fédérale ayant démantelé des cartels. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui avait vu le pire du monde. Kendra Whitlow portait un vieux sweatshirt de l'UVA, des leggings noirs et des claquettes. Ses cheveux étaient tirés en un chignon négligé, et elle n'avait pas une trace de maquillage. De l'extérieur, elle ressemblait à une femme fatiguée faisant ses courses par un mercredi matin nuageux. Mais derrière ses yeux calmes se cachait un esprit qui avait traqué des lieutenants de cartel à travers des déserts, perquisitionné des planques à Phoenix et fait face à des canons de pistolet dans des parkings de Newark à Fresno. Mais ce jour-là, elle voulait juste récupérer ses médicaments contre la migraine. Charlottesville n'était pas censé être compliqué. Kendra avait choisi cet endroit exprès. Classe moyenne, calme, suffisamment mixte racialement pour ne pas attirer l'attention. Ses voisins la saluaient sans poser de questions. Elle aimait ça. Ça lui permettait de respirer. Pas de faux semblants, pas d'oreillettes, pas de téléphone jetable dans son soutien-gorge. Juste elle, un condo au 2e étage et une pile de livres de James Baldwin. Cela faisait à peine 3 semaines qu'elle était là. Et ce matin-là, elle n'avait même pas pris son sac, juste ses clés, son téléphone et le flacon de pilules vides à faire renouveler. Mais les flics l'ont arrêtée avant qu'elle n'arrive à la pharmacie Walgreens. C'était juste à l'intersection de la rue Emmett et de Barracks Road, près de cette station-service avec l'enseigne cassée. Elle a vu les gyrophares dans son rétroviseur et a doucement rangé sa voiture sur le bas-côté, veillant à ne faire aucun mouvement brusque. « Les plaques ne correspondent pas au véhicule », a dit un officier avant qu'elle ne puisse poser une question. Elle n'a pas discuté. Pas encore. L'officier Landry était le bavard. La quarantaine, coupe de cheveux rigide, yeux qui clignaient peu. Son partenaire, Holston, plus jeune mais plus corpulent, restait près de la vitre côté passager comme s'il montait la garde. Les vitres de Kendra étaient baissées. Ses mains étaient sur le volant. Sa voix était ferme. « C'est ma voiture », leur a-t-elle dit. « Vous pouvez vérifier le numéro d'identification. » Landry s'est penché, scrutant la banquette arrière comme s'il s'attendait à ce que quelque chose en surgisse. « Vous avez une pièce d'identité » a-t-il demandé. « Dans la boîte à gants » a-t-elle répondu. Il ne l'a pas laissé la prendre. Holston s'est avancé à la place, l'a ouverte lui-même, et c'est là que tout s'est enclenché comme dans un mauvais scénario de film. Un petit sachet Ziploc avec une poudre blanche posé là. Elle a cligné des yeux. « Ce n'est pas à moi. » Landry a regardé Holston. Holston a rendu son regard, puis a fait un léger signe de tête, celui que Kendra avait vu trop souvent de l'autre côté de la vitre. Landry a souri. « Sortez de la voiture, madame. » Son cerveau s'est mis en marche. Pas en mode DEA, pas en mode agente, juste en mode humain. Elle a répété « Ce n'est pas à moi. Je ne transporte pas de drogue. Cette voiture était verrouillée depuis que je l'ai garée hier soir. » Le sourire de Landry s'est effacé. « Vous avez le droit de garder le silence. » Ils l'ont menotté là, sur le bord de la route. Un de ses voisins est passé en monospace, a ralenti, a regardé. Pas de renfort, pas de résistance. Kendra fixait le sachet dans la main de Holston, transparent, sans pli. Pas une seule empreinte dessus. Ce n'était pas de la négligence, c'était intentionnel. Elle avait été ciblée, mais pas parce qu'il savait qui elle était. Parce qu'elle était une femme noire dans une belle voiture, au mauvais endroit, au mauvais moment, avec le mauvais visage. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse ses droits. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle reste calme. Et il ne s'attendait certainement pas à ce qu'elle appelle un avocat qui avait autrefois dirigé le bureau du procureur fédéral à Washington. Mais ça, ce serait pour plus tard. D'abord, il devait l'inculper. Et c'est là
que le vrai spectacle a commencé. La cellule de détention sentait l'eau de javel et la sueur. Kendra s'est assise sur le banc froid, les mains posées sur les genoux, écoutant l'écho des voix dans le couloir. Quelque part, une chasse d'eau a retenti. Quelqu'un a ri. Elle gardait les yeux fixés devant elle. Elle avait été dans de nombreux commissariats auparavant, mais toujours de l'autre côté du mur. Cette fois, pas de badge, pas de titre, juste un bracelet avec son nom mal orthographié. L'officier Halston se tenait devant la porte, mâchant un chewing-gum comme s'il n'avait rien de mieux à faire. Il jetait des coups d'œil par la fenêtre, comme si elle allait soudainement avouer. Il a fini par ouvrir la porte. « Tu veux parler maintenant ?» a-t-il demandé. Kendra a levé les yeux. « De quoi ?» Il a haussé les épaules. « Des drogues dans ta boîte à gants. Ton immatriculation est expirée. Les plaques ne correspondent pas. Tu ne te rends pas service. » Elle a légèrement haussé les sourcils. « Votre rapport montrera que les plaques étaient invalides. Et vous n'avez pas vérifié le numéro d'identification, même si je vous l'ai dit. » Halston a plissé les yeux. « C'est une menace? »« Non, » a-t-elle répondu calmement. « C'est un fait. » Landry est entré derrière lui, tenant un dossier beige. « On peut faire ça vite ou le faire durer, » a-t-il dit. « Possession avec intention de vendre, ça pèse lourd dans ce comté. T'as déjà été arrêté? » Kendra est restée silencieuse. « Tu sais, » a continué Landry, « pas besoin d'être un baron de la drogue pour finir en tôle. Des gens comme toi passent ici tout le temps. Premier délit. Certains ont de la chance, d'autres... » Il a laissé la phrase en suspens. Kendra a incliné la tête. « Comment vous vous appelez déjà? » Il a froncé les sourcils. « Landry. » Vous avez dit des gens comme toi. Vous voulez répéter ça pour la caméra? Halston s'est raidi. Le sourire de Landry a disparu. Pas de caméra dans cette pièce. Kendra s'est adossée. Vous en êtes sûr? Ils l'ont laissé seul pendant 1 heure après ça. Au bureau de l'enregistrement, elle a été traitée par une femme nommée officier Jennings, la cinquantaine, avec des yeux fatigués et un léger accent du Sud. Elle ne souriait pas, mais elle n'était pas cruelle non plus. « T'es d'ici? » a demandé Jennings en prenant ses empreintes. « J'ai emménagé il y a quelques semaines. Je m'appelle Kendra Whitlow. » Jennings l'a regardé de près. « T'as l'air calme pour quelqu'un qui risque des chefs d'accusation graves. » Kendra a haussé les épaules. « Paniquer ne change rien. » Jennings n'a pas répondu, mais ses doigts sont ralentis. Elle a jeté un nouveau coup d'œil au document, puis à Kendra. « Reste là, je reviens. » Bon, Elle est partie sans explication. Kendra a observé la porte par laquelle elle était sortie, le cœur stable, mais la patience s'effilochant. Elle détestait attendre. Elle détestait se taire quand elle en savait plus que la moitié de la pièce. Mais le timing comptait, et elle n'avait pas fini de rassembler les pièces. Juste au moment où tout semblait figé, la porte s'est ouverte et tout a basculé à nouveau. Kendra a été transférée dans une autre pièce, plus propre, plus lumineuse. Un bureau la séparait d'un homme aux manches retroussées tenant un porte-bloc. Son badge indiquait « Détective Rory Matt ». La cinquantaine avancée, tempe grisonnante, fort accent du Tennessee. Il ne la regardait pas comme les autres. Il ne souriait pas non plus. Il a feuilleté quelques pages sur son porte-bloc, puis a enfin levé les yeux. « Ça vous dérange si je vous pose une question hors micro? » Kendra a croisé son regard. « Allez-y. Vous n'avez vraiment aucune idée de comment ce sachet s'est retrouvé dans votre boîte à gants? » Elle n'a pas cligné des yeux. « Aucune. » Matt s'est gratté le menton. « Vous n'avez pas d'antécédents. Dossier clean, adresse locale, pièce d'identité valide, historique professionnel stable, mais votre dossier ne mentionne pas d'emploi. C'est volontaire? Je suis entre 2 jobs. » Il l'a regardé un instant de plus, puis s'est adossé à sa chaise. « Vous savez qui a appelé votre avocat? Non?
C'est la femme qui vous a enregistré, l'officier Jennings. Elle a dit que quelque chose clochait. Kendra n'a rien dit. Matt a étudié son visage. Vous savez, la plupart des gens à votre place commencent à crier, à exiger un coup de fil. Pas vous. Vous avez attendu. J'ai l'habitude qu'on me sous-estime. Il s'est penché. Et pourquoi ça? À vous de me le dire. Il y a eu un silence. Puis Matt a tapoté le dossier. Bon, vous allez bientôt passer en audience préliminaire. Juge du comté. Processus rapide. Vous voulez dire quelque chose pour vous aider avant qu'on y arrive? Kendra a expiré lentement. Ouais, vous devriez demander à vos gars d'où vient ce sachet. Il s'est arrêté. Pardon? Je vous dis que ce n'est pas à moi, ce qui veut dire que quelqu'un l'a mis là. Soit vous enquête là-dessus, soit vous continuez à faire semblant de ne pas sentir la crasse dans votre propre département. Ah bon? Matt n'a pas répondu. 2 heures plus tard, Kendra était assise dans une salle d'audience exiguë au 2e étage du tribunal du comté. Les néons clignotaient au-dessus. Elle portait une combinaison grise délavée et des menottes, assise entre 2 hommes blancs accusés de crimes totalement différents. Elle n'avait pas l'air menaçante, pas plus que les 2 hommes en uniforme postés juste à l'entrée. Landry et Holston, maintenant apprêtés, cravate ajustée. Ils ricanaient. Le juge a appelé son nom. Kendra A. Whitlow, accusée de possession d'une substance contrôlée avec intention de distribuer. La salle a murmuré. Pas d'amis, pas de famille, juste quelques employés du tribunal, un journaliste ennuyé à l'arrière et une femme qui est entrée précipitamment juste à temps. Grande, assurée, noire, en tailleur bleu marine. Un sac en bandoulière. Ses talons résonnaient dans la pièce. Elle ouvrait déjà son dossier en atteignant la table de la défense. Le juge la regardait. « Vous représentez l'accusé? »« Oui, votre honneur. Marlene Page, je m'occupe de la défense de Madame Whitlow. » La mâchoire de Kendra s'est crispée de soulagement, mais elle n'a pas regardé Marlene. Elle est restée fixée droit devant, calme, toujours calme. Marlene a tendu un dossier scellé au juge. Dans ce dossier, votre honneur, vous trouverez l'identification fédérale de ma cliente, ses dossiers professionnels et ses documents de sécurité. Le juge l'a ouvert lentement, a lu la première page, puis s'est arrêté. Il a regardé Kendra, puis les 2 officiers, puis Marlene. Je présume que c'est authentique. Oui, monsieur, vérifié et notarié. Les lèvres du juge se sont entr'ouvertes comme s'il voulait dire quelque chose, mais rien n'est sorti. Il a relu, puis s'est tourné vers l'huissier. Enlevez-lui les menottes tout de suite. La salle est devenue silencieuse. Les rictus ont disparu. Holston a bougé sur ses pieds. Landry a serré la mâchoire. Kendra s'est levée, étirant ses épaules, alors que les menottes étaient retirées. Elle a frotté son poignet lentement, puis s'est tournée pour faire face aux 2 officiers. Je vous ai dit que ce n'était pas à moi. Mais maintenant, il ne s'agissait plus seulement de sa liberté. Il s'agissait d'exposer quelque chose de plus grand. Après l'audience, Kendra n'a pas parlé. Ni à Marlene, ni au juge, ni au journaliste qui a essayé de la suivre dans le couloir. Elle a descendu les marches, passant devant les officiers qui évitaient son regard, et est sortie sous la pluie. Pas de parapluie, pas de veste, juste la chaleur de l'adrénaline dans sa poitrine et le goût d'une vieille colère remontant dans sa gorge. Marlene l'a rattrapée, serrant sa mallette. Ils ont peur. Je sais, a dit Kendra. Je ne pense pas qu'ils savaient qui tu étais. Ils s'en fichaient de qui j'étais. Elles sont montées dans un SUV noir qui attendait au bord du trottoir. Dès que la porte s'est fermée, Kendra a enlevé le haut fourni par le comté et a attrapé son sac à l'arrière. Marlene l'a regardé enfiler un jean et une veste coupe-vent. « T'es prête pour ça? » « J'ai toujours été prête. Ils viennent de me donner le feu vert. »
Marlene a soupiré. « Tu penses vraiment qu'ils sont connectés? » Kendra a zippé sa veste. Le frère de Landry était dans une task force dissoute l'année dernière. La DEA l'avait signalé. Enquête discrète, preuve perdue, raid bâclé, mais les noms ne correspondaient jamais jusqu'à maintenant. Tu penses que c'était un avertissement? Kendra a regardé par la fenêtre. Non, c'était leur routine. Ils ont juste choisi la mauvaise cible cette fois. Cette nuit-là, elle a rencontré son contact du bureau dans un diner à Lynchburg. Terrain neutre. Pas d'uniforme, pas de paperasse, juste du café, des œufs et un téléphone jetable passé sous la table. Il s'appelait Daryl. Blanc, visage fatigué, pas de badge visible, mais il était là, caché quelque part entre sa ceinture et ses regrets. « On entend des rumeurs », a-t-il dit. Landry a un cousin qui blanchit de l'argent via un faux concessionnaire à Roanoke. La DEA a essayé de creuser l'année dernière, mais quelqu'un a stoppé l'enquête. Qui? Il a remué son café. Personne qu'on a pu tracer. Mais le fait qu'il t'ait arrêté et piégé, ce n'est pas une coïncidence. Kendra s'est adossée. Je veux des dossiers, les 5 derniers mois de vidéos de caméras corporelles et toutes les plaintes déposées contre eux. Daryl a hoché la tête lentement. Tu vas rendre ça public? Pas besoin, pas encore. Tu comptes rester discrète? Elle l'a regardé dans les yeux. Je compte finir ce que j'ai commencé. De retour dans son condo cette nuit-là, elle a revisionné les images de la caméra embarquée qu'elle avait installée elle-même, cachée derrière le rétroviseur, déguisée en partie du boîtier. Elle a vu Landry jeter un œil à la banquette arrière. Holston trifouillé dans la boîte à gants. Aucun des deux n'a remarqué le petit point vert clignotant discrètement au-dessus d'eux. Elle a mis sur pause, a zoomé. Holston portait déjà des gants en latex quand il a fouillé. Elle a souri. Puis elle a cliqué sur sauvegarder, a transféré les images sur une clé USB et en a envoyé une copie à Marlene avec une phrase « Brûlons tout ». Mais même avec des preuves en main, le plus dur restait à venir, pousser les gens à s'en soucier. Il y a 5 ans, Kendra était en infiltration profonde dans une ville dont personne ne parlait, sauf ceux qui y étaient nés. Hattiesburg, Mississippi. Elle travaillait sur une opération discrète, se faisant passer pour une barmaid avec 2 faux enfants, surveillant un réseau de drogue trop bien connecté pour être attaqué de front. C'est là qu'elle a entendu le nom de Kyle Landry pour la première fois. Un flic d'une task force régionale qui apparaissait en arrière-plan des photos de surveillance. Il n'était pas flamboyant. Il ne gérait pas les deals lui-même. Mais partout où la drogue passait, l'argent suivait. Et Kyle était toujours là, en civil, parlant aux mauvaises personnes, toujours juste assez loin pour garder son badge propre. La DEA n'a rien pu lui reprocher. Il avait des amis dans le département, des amis au conseil municipal. Finalement, toute la task force a été discrètement dissoute. Les affaires internes ont enterré les dossiers. Kendra a dû abandonner, mais elle n'a jamais effacé son nom de ses notes. Et la semaine dernière, quand elle a immatriculé sa nouvelle voiture en Virginie, ce nom est réapparu. Pas Kyle. Mark Landry, son frère aîné. Mêmes yeux, même sourire tordu sur sa photo d'académie. État différent, même jeu. Elle a eu un pressentiment à ce moment-là, mais elle n'a rien dit. Elle a juste observé. Et quand il l'a arrêté ce matin-là, tout s'est éclairci. D'ici le week-end, Marlene avait déjà déposé une demande de révision pour faute interne. Elle a livré la clé USB en personne au shérif du comté, qui a blémi après les 10 premières secondes de visionnage. Cela seul aurait dû suffire à suspendre Landry et Holston. Mais ils n'ont pas été suspendus. Ils ont été réaffectés. Travail de bureau en attente d'enquête. Kendra savait ce que ça voulait dire. Retarder, traîner, espérer que ça disparaisse. Alors, elle a appelé un vieil ami de sa formation à la DEA. Il s'appelait Tariq Powell,
maintenant à la division des droits civils du ministère de la Justice à Baltimore. « Tu penses que ça vaut le coup de faire du bruit? » a demandé Tariq. « Je pense que des gens comme eux comptent sur le fait que le bruit s'éteigne. »« Tu veux que ça passe au niveau fédéral? »« Je veux que ce soit irréfutable. » Tariq a sifflé. « D'accord, mais une fois que ça démarre, ça ne sera pas discret. T'es prête pour ce genre de pression? » Elle a ri. « Ils ont déjà essayé de me brûler. Maintenant, c'est moi qui apporte les allumettes. » 3 jours plus tard, une chaîne de télévision locale à Charlottesville a diffusé un reportage. Le journaliste ne l'a pas nommé, mais ils ont montré un extrait de la caméra embarquée. Muet, flouté, mais assez clair pour voir Holston fouiller la boîte à gants avec des gants déjà enfilés. Puis sont venus les lanceurs d'alerte. Un jeune homme noir qui a dit que Landry l'avait arrêté l'année dernière l'avait fait asseoir sur le trottoir pendant 45 minutes, prétendant qu'il correspondait à une description, sans jamais fournir de rapport. Une femme latina arrêtée pour résistance alors qu'elle demandait juste pourquoi il fouillait. Son coffre Herzelt. Système. Je vois que la traduction en français a été interrompue à mi-parcours en raison de la longueur du texte original. Le texte fourni est très long, et traduire l'intégralité tout en maintenant la fidélité au style, au ton et aux détails demande un effort considérable. Pour répondre efficacement à votre demande, je vais continuer la traduction à partir de l'endroit où elle s'est arrêtée, tout en m'assurant de préserver la longueur et la qualité narrative de l'original. Cependant, pour éviter de dépasser les limites de cette réponse, je vais fournir la suite en segments logiques, tout en respectant votre instruction de conserver la longueur et le style. Traduction en français. Suite à partir de l'interruption. Alors qu'elle demandait juste pourquoi il fouillait son coffre. 3 anciens officiers, qui avaient soit démissionné, soit été mutés, ont déclaré avoir signalé des problèmes à leurs supérieurs, mais rien n'avait été fait. L'histoire a cessé d'être uniquement celle de Kendra. Elle est devenue quelque chose de plus grand. Et c'est là que les menaces ont commencé. 2 hommes se sont garés devant son immeuble dans un pick-up noir. Ils restaient là, nuit après nuit, sans bouger. Sa boîte aux lettres a été forcée. Ses pneus ont été crevés. Pourtant, elle n'a pas bronché. Elle a simplement déplacé la caméra embarquée vers la fenêtre de son condo. Parce que quand les gens commencent à essayer de vous faire taire par la peur, c'est qu'ils savent que vous êtes assez bruyant. Le bureau du shérif du comté ne voulait rien admettre. Ils ont qualifié cela d'enquête en cours. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas commenter les affaires internes. Ils ont publié un communiqué de 3 paragraphes qui ne mentionnait ni le nom de Kendra, ni la caméra embarquée, et encore moins la liste croissante de plaintes contre Landry et Holston. Mais à ce stade, il était trop tard. Kendra avait déjà parlé au Richmond Times. Elle n'a pas caché son visage. Elle n'a pas adouci la vérité. « J'ai été arrêtée pour quelque chose que je n'ai pas fait », a-t-elle déclaré officiellement. Les officiers impliqués ont placé des preuves. Je ne le dis pas juste comme ça. J'ai des preuves. Le journaliste lui a demandé si elle voulait qu'il soit licencié. Elle a regardé la caméra droit dans les yeux et a dit « Je veux qu'il soit poursuivi ». Dans les 72 heures, le ministère de la Justice a annoncé qu'il envoyait une équipe de supervision. Cela a fait la une du Virginia Pilot et le sujet principal de quelques blogs nationaux. Pas encore une tempête médiatique, mais assez de pression pour que Landry cesse de se présenter au travail. Holston, lui, a pris un avocat. Le bureau du shérif a publié un autre communiqué, cette fois avec une phrase familière. « Nous prenons toutes les allégations au sérieux. » Et pour au pays, et c'est pousseux. Kendra l'a lu et a ri. Elle n'était plus en colère à ce stade, juste fatiguée. Fatiguée de la prévisibilité de tout cela. Fatiguée du fait que si elle n'avait pas été qui elle était, elle pourrait être en ce moment dans une cellule de prison, suppliant pour un accord juste pour sortir. Cette pensée lui retournait l'estomac. Une semaine plus tard, l'affaire a explosé.
Marlène est entrée dans son appartement avec une épaisse enveloppe beige sans adresse de retour. À l'intérieur, des virements bancaires, 10 ans de paiement, de petits dépôts sous des noms d'entreprises aléatoires. 2 noms revenaient sans cesse, Gulfway Towing et Blevins Auto Salvage, tous deux liés à la famille Landry par des sociétés écrans. Les dossiers étaient accablants. Quelqu'un de l'intérieur lui avait ouvert une fenêtre sur le moteur sale qui faisait tourner tout cela. Les contrôles routiers, les preuves placées, les menaces, le chantage. Ce n'était pas juste 2 mauvais flics. C'était tout un système conçu pour fermer les yeux. Kendra a feuilleté les pages, les mains stables, les yeux froids. « Ce n'est pas une question de justice », a-t-elle dit à voix haute. Marlène l'a regardé. « Alors de quoi s'agit-il? De contrôle? » Kendra a répondu. « De pouvoir. Ils n'ont jamais pensé que je ferais du bruit parce que les femmes comme moi ne sont pas censées le faire. » Elle est passée à la radio locale le lendemain. Elle a parlé pendant 20 minutes d'affilée. Sur les contrôles, sur le fait d'être piégée, sur le nombre de personnes qui ne survivent pas à ce qu'elle a traversé, non pas parce qu'elles sont coupables, mais parce qu'elles n'ont ni badge à sortir, ni avocat à appeler dans l'heure. Elle a conclu l'interview par une question. Si je n'avais pas été Kendra Whitlow, si je n'avais pas été de la DEA, est-ce que quelqu'un m'aurait cru? Les lignes téléphoniques se sont enflammées. Des mères ont appelé en pleurant. Des hommes ont partagé des histoires d'arrestation pour rien. Une ancienne avocate commise d'office a dit qu'elle avait vu les mêmes officiers au tribunal des dizaines de fois et que quelque chose semblait toujours clocher. Un appel était différent. Une jeune femme blanche, la voix tremblante. « Mon frère est flic », a-t-elle dit. « Et j'ai peur. J'ai entendu des choses. J'ai vu des textos. Je ne savais pas quoi faire. Mais maintenant je sais. » Quand même leurs proches commencent à parler, le silence commence à se fissurer. 2 mois plus tard, l'officier Mark Landry était menotté. Pas de conférence de presse, pas d'arrestation spectaculaire, juste 2 marshals fédéraux qui l'attendaient dans le couloir du bureau du shérif, lui demandant de les suivre. Il n'a pas résisté. Il n'a pas parlé. Greg Holston avait déjà retourné sa veste. Il avait signé un accord en échange d'une peine plus légère, avouant avoir placé des preuves, falsifié des rapports et suivi des ordres. Cette partie a particulièrement blessé Kendra. Suivi des ordres signifiait que ce n'était pas un incident isolé. Cela signifiait que c'était une méthode, une culture, une manière de faire des affaires, le genre de choses qui ruinent des vies avant le déjeuner, sans même être mentionné au dîner. Kendra n'a pas célébré. Elle n'a pas posté à ce sujet. Elle n'a pas accordé d'interview après les inculpations. À la place, elle est allée dans une école, le collège Booker T, juste à l'extérieur de Richmond. Elle s'est tenue devant 200 enfants assis sur des chaises pliantes dans le gymnase, portant un jean, des baskets et un simple pull noir. Pas de badge, pas de presse, juste elle et un micro qui grésillait. « Je veux que vous sachiez, » a-t-elle dit, « que vous n'êtes pas fou d'avoir parfois peur. » Elle a regardé les rangées de jeunes visages, noirs, latinos, quelques blancs, tous silencieux. Vous n'êtes pas fou d'être nerveux quand vous voyez des gyrophares derrière vous. Ça ne fait pas de vous des coupables. Ça ne fait pas de vous des dangereux. Ça fait de vous des gens conscients. Quelqu'un au fond a levé la main. Une fille, peut-être 11 ans. Vous êtes toujours flic? Kendra a souri. Je combats toujours les méchants, a-t-elle dit. Mais je n'ai pas besoin de porter un uniforme pour ça. De retour à Charlottesville, le département a essayé de limiter les dégâts. Le shérif a démissionné, la ville a promis des réformes. Ils ont parlé de caméras corporelles, de formation et de comités civils de supervision. Mais Kendra n'est pas allée à ces réunions. Elle était trop occupée à travailler sur autre chose. Son ancien contact de la DEA, Tariq, l'a mise en relation avec une équipe rédigeant un projet de loi pour la responsabilité des forces de l'ordre au niveau de l'État. Il voulait son avis, pas en tant que visage de la campagne, mais en tant que cerveau dans la pièce.
Je ne veux pas que ça tourne autour de moi, leur a-t-elle dit. Et ça ne l'était pas. C'était pour des gens comme Darnell Briggs, enfermé pendant 4 ans à cause d'un sachet d'héroïne placé et toujours pas libéré. C'était pour Yasmine Ortega, qui avait passé 2 nuits en prison parce qu'elle semblait nerveuse lors d'un contrôle. C'était pour ceux sans caméra embarqués, sans avocat, sans seconde chance. Kendra vivait toujours dans le même condo, allait toujours au même Walgreens. Mais les gens la regardaient différemment maintenant. Pas seulement comme la femme qui avait exposé des flics corrompus, mais comme quelqu'un qui leur rappelait que ça pouvait arriver à n'importe qui, même à quelqu'un de calme, même à quelqu'un d'intelligent, même à quelqu'un formé à repérer les mensonges à des kilomètres. Une nuit, un voisin l'a arrêté dans l'escalier. Un grand type, portant une tenue d'hôpital, peut-être la fin de la trentaine. Elle l'avait déjà vu, toujours un signe de tête, jamais un mot. « Hé !» a-t-il dit. « Je voulais juste dire merci pour ce que vous avez fait, pour ne pas avoir laissé tomber. » Kendra l'a regardé. « J'ai failli le faire. » Il a hoché la tête lentement. « Mais vous ne l'avez pas fait. »« Non, » a-t-elle dit. « Je ne pouvais pas. » Il est resté là 1 seconde, comme s'il voulait ajouter quelque chose, mais il lui a tendu la main. Elle l'a serré, puis s'est tournée pour ouvrir sa porte. La vérité, c'est que cette histoire aurait pu prendre 100 chemins différents si elle n'avait pas eu la caméra embarquée, si elle n'avait pas appelé le bon avocat, si Holston avait été plus malin, si le shérif avait essayé plus fort d'enterrer l'affaire. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Et peut-être que c'est la partie qu'il faut retenir. Que parfois, juste parfois, la personne qu'ils essaient de faire taire est celle qui a la voix la plus forte. Pas parce qu'elle crie, mais parce qu'elle ne les laisse jamais oublier ce qu'ils ont fait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, demandez-vous, qui vous croirait si quelque chose comme ça vous arrivait? Auriez-vous des preuves? Auriez-vous une voix? Auriez-vous du soutien? Commencez à faire attention. Parlez quand c'est difficile. Soutenez les gens quand ils sont acculés. Et rappelez-vous, parfois, ceux qui semblent les plus calmes sont ceux qui ont traversé le plus. La justice n'arrive pas parce qu'elle est juste. Elle arrive parce que quelqu'un refuse de la laisser disparaître.